comme la répartition du domaine de la loi et du règlement était finalement illusoire. Dans une démocratie, dans un état de droit, c'est une mesure qui serait par principe illégale. On l'a compris, finalement, le droit est devenu un outil entre les armes des politiques. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 176e émission Justice Citoyenne. Regard croisé entre citoyens et avocats avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, également avocat au barreau de Paris. Nous sommes en direct en ce lundi 11 mai 2026, il est 20h43. Vous venez peut-être pour certains assister au petit flash info sur la chaîne de David, notamment avec le sujet d'actualité. On essaie toujours de traiter de l'actualité en priorité lorsque nécessaire, notamment sur les mesures, vous savez, antivirus. Est-ce qu'on est en train de repartir sur un nouveau, on va dire, une nouvelle crise épidémique, pandémique, appelez ça comme vous voulez, comme le décrivait David. On n'a pas de définition exacte de ce qu'il en est. On va essayer de décrypter un petit peu aussi tout ça. Alors, non pas directement sur le virus en lui-même. Alors, vous m'excusez, j'ai vraiment l'impression d'avoir, permettez-moi du terme, une sale gueule ce soir. Bref, on va essayer d'écrire tout ça sous un angle, une approche notamment de liberté fondamentale, puisque vous l'avez certainement déjà vu, il y a déjà quelques mesures qui ont été prises au sujet, notamment des personnes qui étaient contaminées ou cas contact, c'est-à-dire même sans symptômes, avec un isolement strict, avec des sanctions possibles. C'est ce que l'on va discuter avec David, justement revoir un petit peu ces textes réglementaires. Qu'est-ce que peut faire notamment un petit peu le juge, même s'il l'a déjà... qu'est-ce que peut faire le gouvernement, notamment dans ces situations-là? Qu'est-ce qu'il peut imposer? Moi, je me suis déjà, on va dire, si on peut dire un peu offusqué de voir qu'il pouvait être condamné à je ne sais pas combien de milliers d'euros d'amende et 6 mois de prison si notamment ils allaient à l'encontre, je crois, de leurs mesures d'isolement, ne serait-ce que pour les cas contacts. Bref, c'est quand même assez complexe. On va essayer de décrypter tout ça. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner aux deux chaînes YouTube, David Guyon, avocat, et Pierrick Thévenon. Merci, on compte sur vos likes, vos partages. Et sans plus attendre, je pense qu'on va devoir notre ami David qui va nous rejoindre. Bonsoir David, comment vas-tu ? Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez apprécié cette petite mise en bouche avec ce flash info sur l'antaravirus. Alors, pour certains, vous l'avez peut-être vu, on avait prévu, vous savez, ce soir à la base l'émission sur notamment les arrêtés de péril. Alors, pour ceux qui viennent sur ma chaîne, vous avez peut-être vu en visuel, notamment les arrêtés de péril. Ce sera le sujet d'une prochaine émission. L'objectif, c'est de traiter un petit peu la priorité. Voilà. Donc, sans plus tarder, puisque voilà, il est déjà 20h46, sans plus tarder, j'ai envie de dire, David, pour l'instant, alors même s'il n'y a pas grand-chose, on en échangeait hier, notamment sur WhatsApp, puisque des fois on s'échange quelques éléments pour dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas un sujet? Il y a eu un décret qui a été normalement publié. Est-ce que tu as pu déjà le décrypter un petit peu? Quelles sont déjà les mesures, si on peut dire ça ainsi, qui ont été prises actuellement, notamment concernant les cas contact, si on peut dire ça ainsi? Qu'est-ce que peut faire actuellement avec les mesures Covid, entre guillemets, ce qui s'est pérennisé un petit peu dans le temps? Est-ce que tu as introduit un petit peu déjà avec le Flash Info? Est-ce que tu peux nous dire actuellement, là, au 11 mai 2026, quels sont, on va dire, qu'est-ce que a scellé dans le marbre, si on peut dire, la période Covid? Et entre guillemets, qu'est-ce que pourrait potentiellement prendre comme mesure? Qu'est-ce que leur permet justement les nouveaux textes qu'on a eus ces dernières années pour le gouvernement? Je pense que c'est là-dessus que l'on va aller. Bien sûr. Alors, je vais revenir d'abord sur le contexte du virus antivirus, avec un nom dont on ne sait pas s'il faut dire l'antivirus ou le antivirus, puisque est-ce que le H se prononce ou ne se prononce pas? C'est pas extrêmement clair. Je ne connaissais pas du tout le sujet avant qu'on on en parle hier soir. J'avais vu quelques informations dessus et effectivement, on voit que l'actualité s'empresse de traiter ce sujet, raison pour laquelle on a décidé ensemble qu'on parlerait de notre émission sur les arrêtés de péril imminent la semaine prochaine. Donc, tout d'abord, ce qui était intéressant là-dessus, c'était qu'effectivement, l'antivirus, c'est une maladie qui existe déjà, mais là, ici, c'est une souche qui est particulière, qui est celle des Andes, qui permet une contamination de personne à personne, d'humain à humain, ce qui était effectivement une transmission qui, jusqu'à maintenant, n'était pas possible. Il faut aussi évoquer que ici le taux de létalité est relativement important. On est entre 30 à 40%, ce qui n'est quand même pas des moindres, évidemment, et l'incubation peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines.
Alors, toutes ces informations, vous les retrouvez sur Santé publique France et sur le CDC. Donc là, j'ai envie de dire, rien de nouveau. Si vous souhaitez creuser le sujet, c'est tout à fait possible. Et vous avez un article juridique qui accompagne l'émission de ce jour. Donc vraiment, pensez, je vous ai en fait une petite synthèse, mais l'idée, c'est de démontrer ici qu'on n'est pas exactement dans la même situation que pendant la crise de la Covid-19, ce qui veut dire que probablement, il pourrait y avoir un traitement différent. Cependant, évidemment, en 2026, on n'arrive pas sur un terrain qui est totalement vierge. Pourquoi? Parce que durant la crise sanitaire, on a créé des règles au fur et à mesure des besoins, ce qui a quand même amené un certain nombre de problèmes, puisqu'on s'est aperçu que les règles fondamentales, comme la Constitution, comme la répartition du domaine de la loi et du règlement, étaient finalement illusoires. Illusoires alors que le principe de l'égalité, le principe de constitutionnalité voudrait qu'on doit systématiquement respecter les règles qui sont supérieures. Et les règles inférieures ne sont conformes que parce qu'elles respectent les règles qui lui sont supérieures. En d'autres termes, si vous avez un ministre de la Santé qui procède à la fermeture administrative de tous les établissements de convivialité, alors qu'on n'a jamais défini ce qu'était un établissement de convivialité, sans qu'aucune loi ne l'habilite à le faire, dans une démocratie, dans un état de droit, c'est une mesure qui serait par principe illégale. Or, on l'a compris, finalement, le droit est devenu un outil entre les armes des politiques, si bien que la règle inférieure n'est pas conforme parce qu'elle est conforme à la règle supérieure, elle est conforme parce qu'elle répond à un besoin politique. C'est extrêmement dangereux puisque, comme je l'avais expliqué tout à l'heure dans notre Flash Info, Pierre Rosanvallon, qui est un auteur de droit constitutionnel, nous parle de la démocratie comme étant une idée imparfaite. Pourquoi imparfaite? Parce que 50% de la population représente en réalité 100%. Parce qu'on a 50% des gens qui votent pour une personne, cette personne sera supposée représenter l'intégralité d'une population. En fait, vous avez 3 personnes, il y en a 2 qui peuvent décider du destin d'une 3e personne sans que cette dernière n'ait rien à dire. Alors, pour éviter évidemment ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité à l'encontre d'une minorité, Pierre Rosanvallon prévoit un certain nombre de contre-pouvoirs, séparation des pouvoirs, des autorités administratives indépendantes, le contrôle du juge, notamment du pouvoir judiciaire. C'est extrêmement important parce que ça voudrait dire que si finalement les politiques ont une marge de manœuvre, eh bien il faudrait s'attendre, parce qu'ils incarnent le pouvoir exécutif, à ce qu'ils aient un véritable contre-pouvoir législatif et judiciaire. Or aujourd'hui, et on en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, donc si ce n'est pas encore le cas, si vous n'en avez jamais entendu parler, pensez à vous abonner évidemment, eh bien on a ce qu'on appelle un fait majoritaire. Le fait majoritaire, c'est la situation dans laquelle le parti politique incarné par le président de la République est aussi le parti politique qu'on retrouve majoritairement à l'Assemblée nationale. Et donc, par conséquent, les lois qui sont votées sont issues d'une volonté politique et la Chambre, en tout cas le Parlement, devient une chambre d'enregistrement. Alors, c'est un peu moins vrai avec, évidemment, Emmanuel Macron, même si aujourd'hui, je ne vois pas trop ce qui différencie la politique actuelle de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà, si vous savez, vous me le dites en commentaire. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la continuité de ce que c'était auparavant. C'est un peu comme si, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, on nous avait dit dorénavant, ce sera comme d'habitude. Voilà, c'est exactement pareil. Vous voyez, les premiers ministres qui se sont succédés depuis juin 2024 sont issus des rangs de la majorité présidentielle. Si après vous voyez une différence, vous me le dites en commentaire. Bref, c'est la continuité, et même si on n'est plus véritablement dans ce fait majoritaire que les constitutionnalistes ont pu décrire, on est quand même dans une situation où le parti politique du président de la République est quand même largement représenté, soit parce qu'ils sont issus du parti majoritaire présidentiel, soit parce qu'ils sont Macron-compatibles, et donc on se retrouve avec une politique incarnée par finalement un parti unique. Alors je dis un parti unique, c'est un parti qui va être majoritaire, ça ne veut pas dire que c'est le seul parti. On n'est pas non plus dans une situation comparable à la Chine. Revenons quand même à quelque chose de plus raisonnable. Mais pour revenir à ce que je disais, Pierre Rosanvallon nous explique que pour réussir finalement à faire émerger la démocratie, vous devez avoir des contre-pouvoirs. Or, la difficulté que nous avons eue, c'est que pendant la crise sanitaire, on a constaté que à la fois le législateur appliquait les consignes du gouvernement, le législateur donnait les pleins pouvoirs au gouvernement, soit directement, soit indirectement. Directement, lorsque finalement, l'Assemblée nationale met quasiment une dizaine de jours à voter un état d'urgence sanitaire. Directement, lorsqu'il vote un état d'urgence sanitaire en méconnaissance de la Constitution, puisqu'il faut quand même le préciser, les règles de quorum et autres n'étaient pas
n'était pas respectée au sein de l'Assemblée nationale. Et lorsque nous avons des autorités judiciaires, Conseil d'État et Conseil constitutionnel, qui ont été capables tout au long des contrôles qui ont été soumis à leur juridiction, eh bien, de valider les mesures prises par le gouvernement. On pouvait donc ainsi avoir un Conseil constitutionnel qui nous explique en mai 2020 que, évidemment, toute restriction de liberté devra immédiatement, j'insiste beaucoup sur le terme immédiatement, prendre fin dès qu'elle n'est plus justifiée, nécessaire et proportionnée. D'accord, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais lorsque, en février 2023, la HAS, la Haute Autorité de la Santé publique, vous dit que l'obligation vaccinale des soignants ne s'applique plus, le terme immédiatement, ça signifie que vous pouvez attendre jusqu'au 15 mai 2023 pour lever l'obligation vaccinale. Donc, on n'a pas tous la même définition du terme immédiatement, ce qui démontre encore une fois que, finalement, même si les autorités judiciaires s'emparent d'un pouvoir de contrôle, c'est pas véritablement un contre-pouvoir tel qu'on pourrait l'entendre et l'espérer dans une démocratie digne de ce nom. Dans une démocratie digne de ce nom, ça devrait s'entrechoquer. Ça devrait être extrêmement difficile pour un pouvoir politique d'imposer une restriction de liberté si ce n'est pas justifié, nécessaire et proportionné. Et quand je dis justifié, nécessaire et proportionné, c'est pas un avis du Conseil scientifique dicté sous la plume d'Emmanuel Macron qui sort opportunément au moment où il en a besoin. Non, non, c'est une vraie démonstration préalable et discutable devant un juge, chose que nous n'avons jamais eu la possibilité de faire. Je rappelle encore une fois que durant la crise sanitaire, nous avons demandé à plusieurs reprises à différents juges des référés de pouvoir démontrer l'utilité, la nécessité, la proportionnalité du port du masque en population infantile. Parce que, je le rappelle, le Conseil scientifique avait justifié cette mesure de manière extrêmement scientifique, en nous disant les enfants s'adaptent. Voilà, ça, c'était la démonstration scientifique. Donc évidemment, on pouvait être un peu taquin et se dire que ça méritait peut-être une démonstration un peu plus rigoureuse, notamment parce que nous avions déjà un certain nombre de documentation scientifique qui, justement, pointaient du doigt les problématiques qu'engendrait le port du masque prolongé sur des populations infantiles. Tout ça a été balayé d'un revers de main et n'a jamais été entendu devant un juge. Or, si nous étions véritablement avec des magistrats indépendants et impartiaux, et je sais qu'ils sont nombreux malgré tout, eh bien, nous aurions dû pouvoir discuter des autorités, des avis scientifiques des différentes autorités adoubées par le gouvernement. Tu peux m'interrompre, hein, Pierrick, je me suis lancé comme ça, mais j'étais lancé dans des explications, mais évidemment, c'est pas un monologue. Non, il n'y a pas de souci. Jusque-là, c'est très intéressant. Évidemment, on a vu pas mal de choses. Et surtout, est-ce que tu as pu consulter éventuellement, je ne suis pas allé voir, j'étais au travail aujourd'hui, donc j'ai pas pu spécialement davantage creuser, notamment le fameux décret là qui aurait été normalement publié aujourd'hui. Ou est-ce que tu veux que je le cherche? Je l'ai. Alors, je veux bien que tu le regardes. Moi, je vais plutôt revenir sur les dispositions du Code de la santé publique parce que je voulais rappeler, au regard de cette émission, plutôt le cadre juridique dans lequel on évoluait. Le décret, si tu veux, il peut, dans une semaine, il est peut-être plus d'actualité. Par contre, les dispositions du Code de la santé publique, elles, c'est concret, c'est tout de suite, c'est immédiat. Alors, je te laisse peut-être chercher le temps que je fasse les quelques explications que je n'ai pas eu le plaisir de faire dans le Flash Info, qui était plus une mise en bouche. Là, on va vraiment rentrer dans le détail dans le Code de la santé publique. Donc, pensez à vous abonner. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Et mon cher Gauthier, nous allons passer à la phase de réclame. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Les dispositions du Code de la santé publique et notamment les dispositions L3131-1 et L3131-15 du Code de la santé publique. Vous me connaissez, je suis pas du genre à vous citer de très nombreux articles, c'est pas l'idée de vous faire un cours magistral, loin de là. Non, l'idée c'est simplement de vous dire, dans le Code de la santé publique, il existe aujourd'hui des dispositions législatives qui permettent au Premier ministre de prendre un certain nombre de mesures. Et ces dispositions sont issues de la loi du 23 mars 2020, comme de par hasard. Alors, la loi du 23 mars 2020 a permis de pérenniser, comme quoi, vous voyez, l'effet cliquet, on va en parler dans quelques secondes,
a permis de pérenniser l'idée selon laquelle le Premier ministre pouvait prendre des mesures visant à restreindre les libertés fondamentales, parce qu'elles sont fondamentales, des citoyens pour des raisons de protection de la santé publique. Alors, dans une démocratie, évidemment, la santé publique, c'est une des missions régaliennes de l'État. Nous acceptons tous ensemble, par le biais du contrat social, de restreindre une partie de nos libertés, parce que derrière, l'État doit nous assurer la sécurité de nos biens et de nos personnes, mais également la santé publique. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. La question est toujours où est-ce qu'on va placer le curseur. Là, ici, avec ces dispositions du Code de la santé publique, on permet, sur fond de crise sanitaire, eh bien, au Premier ministre de prendre un certain nombre de mesures. Or, lorsque vous ne définissez pas, c'est vraiment ça le point central, ce qu'est une situation de crise sanitaire, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. La porte ouverte, évidemment, par quoi? Parce que si vous ne donnez pas de critères précis, objectifs, mesurables, vérifiables, eh bien, finalement, une crise sanitaire, c'est ce que le gouvernement du moment estime être comme une crise sanitaire. Le Conseil d'État, en 2021, avait déjà rendu un avis sur justement les dispositions de l'article L3131-1 et avait dit il ne faut pas assortir cette crise sanitaire de conditions précises et mesurables et vérifiables, parce que ça enfermerait l'action du gouvernement dans des conditions qui pourraient être trop restrictives. Or, le gouvernement, parfois dans l'urgence, a besoin d'agir. Alors, c'est pas totalement faux, on peut l'entendre, effectivement, cet argument. Seulement, en termes de garantie du respect de nos libertés fondamentales, ça veut vraiment dire qu'on considère par principe que le gouvernement va nécessairement agir pour le bien commun. Que le gouvernement ne peut pas se tromper et qu'évidemment, le gouvernement nous permettra de contester les mesures liberticides. C'est un peu l'idée. Alors, on l'a vu durant la crise sanitaire, on vous dit vous pouvez contester le port du masque en extérieur, sauf que le temps que vous contestiez cette décision et que le juge se prononce, 15 jours plus tard, on a déjà pris une nouvelle mesure. Et puis, vous avez une décision rendue par le tribunal administratif sur le fond, c'est-à-dire qu'il va se prononcer sur la légalité de cet arrêté, qui est rendu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, au moment où tout le monde s'en fiche, puisque de toute manière, cette mesure s'est appliquée et que ça n'intéresse plus personne. Donc, évidemment, c'est problématique. C'est pas parce que vous avez accès à un juge que nécessairement ça représente une efficacité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les très nombreuses dispositions, enfin, le Code de la santé publique prévoit de très nombreuses situations et très nombreux pouvoirs qui vont être accordés au Premier ministre, à charge pour lui de prendre des mesures réglementaires plus précises. Et dans les mesures, notamment prévues par l'article L3131-15, il y a les mesures de quarantaine. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une situation de crise sanitaire, on peut évidemment, dans le but de prévention de la santé publique, prendre des mesures de quarantaine. On peut donc demander à des personnes de rester enfermées chez elles pendant 14 jours. Passé 14 jours, vous avez le droit de saisir un juge. Encore faut-il que vous soyez au courant, encore faut-il que vous ayez un avocat, encore faut-il que vous ayez de l'argent, encore faut-il que vous ayez la compétence juridique pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Bref, ça fait quand même pas mal d'éléments qui permettent de rendre totalement illusoire ce principe. On a, encore une fois, un législateur et parfois même certaines juridictions suprêmes, un petit décalage avec la réalité du quotidien. C'est-à-dire que la réalité du quotidien, c'est pas parce que juridiquement vous avez le droit de saisir un juge que dans les faits, c'est quelque chose qui est possible, concret et effectif. Et ça, c'est quand même vraiment très important parce qu'il y a un endroit où pour le coup, ça fonctionne plutôt bien, la saisine d'un juge, c'est en matière de soins sans consentement. Soins sans consentement, d'ailleurs, ça fera partie d'une prochaine émission qu'on a tournée avec Gauthier. Donc, pensez à vous abonner, comme ça, vous ne manquerez pas cette émission. Si vous êtes un souscripteur de la chaîne, sachez que vous aurez droit en exclusivité à des contenus qui ne sortiront pas sur la chaîne et vous pourrez avoir le privilège de voir cette vidéo en amont. Donc vraiment, ceux qui souhaitent soutenir cette chaîne, la souscription est la bienvenue et on vous en remercie à quasiment 60 souscripteurs, si je ne dis pas n'importe quoi aujourd'hui. Je referme cette parenthèse, pensez à vous abonner et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on voit que dans le Code de la santé publique, le Premier ministre et les préfets qui représentent finalement le gouvernement localement parlant dans le département, eh bien, ont la possibilité de prendre des mesures restrictives de liberté, comme celle de vous demander de vous mettre en quarantaine, de rester à votre domicile, eh bien, sans qu'un juge n'intervienne pour valider une telle mesure
et en vous obligeant finalement à respecter des restrictions extrêmement liberticides. C'est la raison pour laquelle, évidemment, on va le voir dans les prochaines semaines, les restrictions de liberté vont être prises. La question n'est pas est-ce que c'est bien ou mal, c'est pas ça la question. La question est de savoir où est-ce que l'on place le curseur de la restriction de liberté. Lorsqu'il s'agit évidemment d'un virus pour lequel il peut y avoir jusqu'à 30-40% de létalité, on peut entendre que des mesures restrictives de liberté plus importantes peuvent être prises. Mais il faut toujours, sauf à renoncer à ce qu'on s'appelle une démocratie, il faut toujours permettre de contraindre un gouvernement qui, par nature, sera tenté d'abuser de son pouvoir. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Montesquieu déjà au XVIIIe siècle. De demander, d'exiger que les mesures restrictives de liberté, d'une part, soient contestables devant un juge, mais de manière effective. C'est pas effectif lorsque tous les 15 jours, vous prenez un nouvel arrêté et que le juge n'a pas le temps de se prononcer. Et évidemment, de pouvoir demander au juge de ne pas croire sur parole le gouvernement et de lui demander d'apporter des éléments permettant de justifier la nécessité, l'utilité et la proportionnalité de la mesure. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet et voilà les craintes que je dois manifester en tant qu'avocat, avocat engagé dans la défense des libertés fondamentales, car nous avons vu pendant la crise sanitaire des abus politiques, des abus liberticides qui n'étaient ni justifiés ni proportionnés et qui pourtant se sont appliqués dans la plus grande indifférence. Raison pour laquelle j'attire aujourd'hui votre attention avec cette vidéo que je vous invite évidemment à partager très massivement parce que plus nous serons informés sur nos droits, comment les défendre, et moins un gouvernement liberticide sera tenté de restreindre de manière injustifiée nos libertés fondamentales. En tout cas, c'était très intéressant. Merci à toi. Voilà, tu parlais des textes. En effet, donc en même temps, je le relisais un petit peu le décret. Moi, ça me fait toujours un petit peu flipper ces petits décrets là qui le prennent, puisque justement, on va pouvoir. Il est assez rapide. Je sais pas, est-ce que Gauthier, tu as possibilité de l'afficher, limite qu'on le décortique un petit peu ensemble assez rapidement, puisque là, on parle que de quelques personnes, notamment, qui doivent être tenues à l'isolement pendant 42 jours, où, en gros, je résume, notamment, il est possible qu'il est possible que le préfet fasse exécuter les mesures de surveillance, notamment, alors est-ce que on envoie la gendarmerie sur place pour voir est-ce que vous êtes bien chez vous. Voilà, donc on a différentes dispositions. Donc afin de prévenir toute propagation de l'hantavirus, on retrouve donc des mesures. À l'issue, sont placés en quarantaine dans un établissement de santé pour la durée nécessaire à la réalisation d'une évaluation médicale et épidémiologique. À l'issue de cette évaluation, elles sont maintenues en quarantaine ou placées à l'isolement pour une durée totale de 42 jours. C'est-à-dire, même si, en gros, si vous n'avez rien de temps de prévoir ou quoi que ce soit, vous êtes placé, en fait, à l'isolement. Alors moi, la question qui me vient, déjà, c'est même si vous n'avez pas de symptômes ou autre, c'est vous avez le Premier ministre qui, de but en blanc, peut clairement dire, écoute, toi, tu vas rester pendant 42 jours chez toi. Alors je me dis, quelqu'un qui avait quelque chose de prévu ou autre, comment ça se passe? Est-ce qu'il est en arrêt de travail? Est-ce qu'il est en arrêt maladie? Est-ce que tu as des précisions là-dessus? Et puis surtout, je me dis, ça peut mettre très rapidement pas mal de monde, on va dire plusieurs personnes dans la merde, puisqu'on le reverra après dans le décret. Il y a également des personnes concernées par deux vols qui citent dedans, deux vols d'avion, ou qui peuvent être concernés par ces mesures. Voilà, donc mon cher David, déjà là-dessus, ce qui est, comme tu le dis, en fait, c'est on prend un décret, on décide, on a décidé comme ça, sans apporter la charge de preuve de quoi que ce soit, on vous met à l'isolement. Voilà, c'est quand même... Ce sont les dispositions, là c'est l'application des dispositions de l'article L3131-15 du Code de la santé publique. Il est possible de mettre une personne en quarantaine lorsqu'il y a une crise sanitaire. On voit qu'ici on ne parle pas de crise sanitaire, on parle de risque infectieux. Là déjà, moi sur la qualification, j'aurais du mal à... En tout cas la base juridique déjà ici, moi je la contesterais. La deuxième chose, c'est tu as raison, il faut prévoir des conditions d'indemnisation. Conditions d'indemnisation parce que si, à moins que vous soyez évidemment sans aucune activité, si vous êtes placé à l'isolement pendant 42 jours, ça peut quand même avoir des répercussions financières.
Là, je pense notamment, si vous êtes indépendant, si vous n'avez pas de garantie de votre emploi, si vous ne pouvez pas travailler, il n'y a pas de ressources. Ça, déjà, il faut prévoir, évidemment, une indemnisation. Ici, le décret ne le prévoit pas. Il ne l'interdit pas, donc on peut quand même aller chercher cette indemnité, mais c'est une vraie question. La deuxième, c'est qu'il ne dit rien sur le contrôle du juge. Or, on l'a dit dans la disposition de l'article L3115 du Code de la santé publique, passé 14 jours, on a le droit de saisir le juge judiciaire. Alors, lequel? Je crois que je dirais tout de suite comme ça, le juge de la liberté de la détention, mais bon, ça, à la rigueur, si on ne sait pas exactement lequel juge est matériellement compétent, vous vous trompez, il vous renvoie devant le bon juge. C'est pas un souci. Mais en tout cas, ici, ça aurait été de bonne loi quand même de rappeler la possibilité de saisir un juge. Pourquoi? Parce qu'il faut se demander si la restriction est nécessaire, utile et proportionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on peut démontrer que la mesure de quarantaine, elle n'est pas indispensable, ou qu'elle pourrait être aménagée, parce que là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont dans un lieu, ils ne sont pas à leur domicile, ils sont dans un lieu hospitalier. Donc, on peut se demander si, effectivement, cette quarantaine doit s'exercer dans ces conditions-là. Donc, il y a le principe même de la quarantaine qu'on peut discuter, et il y a les modalités d'application de celle-ci. Ici, il aurait été, évidemment, bienvenu que le gouvernement ajoute dans un décret la possibilité et les conditions dans lesquelles la personne pouvait être informée de ses droits et de la manière de contester une mesure de quarantaine. Merci. Est-ce qu'on peut... Il y a l'article 2 aussi, moi, que je trouve quand même assez exceptionnel. L'article 2, il est quand même assez intéressant. Les personnes ayant été en contact avec un passager du navire, donc étaient en contact avec un passager, ou avec toute personne ayant été infectée ou présentant un risque d'infection par peuvent faire l'objet de mesures de quarantaine, voilà, ou d'isolement, lorsqu'il apparaît qu'elle présente un risque sérieux. Qu'est-ce qu'on appelle un risque sérieux? On en revient à tout ce que tu définissais tout à l'heure, finalement. C'est qui est-ce qui définit ce qu'on appelle un risque sérieux d'infection? Cette appréciation tient compte des conditions dans lesquelles ces contacts ont eu lieu et, le cas échéant, des équipements de protection individuelle qu'elle portait. C'est-à-dire, on précise pas quoi. C'est-à-dire, finalement, c'est un peu l'autorité qui va décider... bon, apparemment, vous avez travaillé avec monsieur, par exemple, on estime que vous avez un contact, hop, vous êtes concerné, on vous met en quarantaine. Donc, j'y trouve quand même... Les dispositions de l'article L3131-15 parlent d'un dépistage virologique positif. Là, ici, déjà, on voit qu'on s'éloigne quand même des dispositions très strictes de la loi. C'est ça que j'appelle l'effet cliquet. Vous voyez, je suis en train de regarder sur Facebook. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Facebook, suivez-nous. Le petit post que j'ai fait hier soir a déjà quand même recueilli plus de 2890 likes, ce qui, encore une fois, pour nous, est exceptionnel. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ce type d'engouement sur les posts. L'effet cliquet, c'est le concept juridique suivant lequel, lorsqu'une liberté fondamentale est restreinte pour des raisons qui sont justifiées, eh bien, lorsque la justification de cette restriction prend fin, la liberté fondamentale restreinte ne reprend jamais sa forme d'origine. C'est ça l'effet cliquet. Et là, clairement, on a ici parfaitement une illustration de cette situation et de ce phénomène. On a des dispositions du Code de la santé publique qui ont été pérennisées alors qu'ils avaient été pris pendant la crise sanitaire. Et ces mêmes dispositions aujourd'hui permettront de justifier des restrictions de liberté chaque fois qu'il y aura un risque infectieux, une épidémie, une pandémie, une crise sanitaire, sans jamais qu'on ne définisse à aucun moment ces phénomènes, ces conditions-là, ce qui est évidemment dommageable parce que ça veut dire que c'est au doigt mouillé. C'est selon les besoins de la cause d'une formation politique à un moment donné. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus dangereux. Lorsqu'on est attaché comme moi à l'état de droit, c'est de dire la règle de droit est la même pour tous, que vous soyez puissant ou misérable. C'est ça l'état de droit. Sinon, ça veut dire que ce qu'on a fait en 1789 n'a servi à rien. Sinon, ça veut dire que l'abolition des privilèges n'a pas eu lieu. Alors, on peut effectivement considérer qu'on a des classes privilégiées et d'autres qui ne le sont pas, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, il faut nous le dire. Parce que si c'est le cas, ça change la conception de la société. Donc, si on veut vivre dans une société égalitaire, ça ne veut pas dire égalitariste, mais selon laquelle nous sommes dans un état de droit et tout le monde se soumet à la règle de droit, eh bien, il est indispensable que le droit ne devienne pas une arme politique entre les mains d'une minorité. Minorité parce que, je le rappelle, la démocratie, c'est finalement une minorité qui est censée représenter la majorité parce que vous n'avez pas dans la majorité la totalité, évidemment, des citoyens qui ont accepté que vous les représentiez.
Et c'est une fiction juridique indispensable pour qu'on puisse vivre en société. Donc, merci à toi. Alors, comme je l'expliquais également aussi, moi, sur un post Facebook, moi, ce qui m'inquiète toujours dans ces mesures, c'est qu'on passe véritablement, on n'est pas vraiment sur, bah voilà, tu as des symptômes, tu es associé, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de choses, on va dire, de critères qui font que, ok, ce serait bien de te tenir un petit peu à l'écart des autres, un petit peu. Alors, on l'applique dans notre vie de tous les jours. Hein. Quand vous êtes très, très grippé, vous restez chez vous, cloué au lit, et vous n'allez pas au travail ou chez des amis ou autres pour leur enfiler la grippe, par exemple. Là, il n'y a pas besoin spécialement de texte de loi. Je pense qu'on est tous, on va dire, à même de pouvoir déjà gérer ça. La problématique, comme tu le dis très bien, c'est que de toute manière, il n'y a, comment dire, là, on est vraiment sur de l'abstrait, et surtout, moi, ce qui m'inquiète toujours, c'était comme le pass, etc., c'est qu'on est passé dans une culture sociétale du présumé coupable au présumé, enfin, du présumé innocent au présumé coupable. C'est pareil pour la santé, c'est-à-dire que vous êtes présumé malade jusqu'à preuve du contraire. En fait, chaque citoyen devient un malade qui s'ignore, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, on est vraiment passé dans une culture de... Avant, en fait, il y avait une présomption d'innocence où vous devriez apporter la charge de la preuve que la personne que vous accusez, par exemple, était coupable. Là, avec la santé, on est vraiment passé sur « tu es malade, démontre-moi le contraire ». Voilà. On est passé du présumé sain au présumé malade. Même si vous n'avez pas de symptômes ou autre, non. J'estime qu'il est possible que tu sois contaminateur, possible que tu contamines ou autre. Rappelez-vous, le pass, quand on vous disait de venir avec, au début, un pass sanitaire avec un test Covid négatif, que vous avez peut-être fait 2 jours avant, hein, d'accord, que vous avez peut-être chopé le virus, on va dire, le lendemain d'ailleurs. Voilà, démontre-moi que tu es sain. Voilà, c'est pas tu ne viens pas si tu es malade, c'est tu viens, on va dire, que si tu me démontres que tu es sain, même si vous n'avez C'est rien. une inversion des valeurs. En fait, c'est un changement de société. C'est comme l'action collective contre les compteurs Linky. On est dans un changement de société. On accepte le contrôle en tout lieu, en toutes circonstances. On accepte que l'État ou des entreprises extrêmement puissantes puissent tout savoir de nous quand nous-mêmes n'avons aucune information sur comment dépensent-ils notre argent ou que font-ils de nos données personnelles. Donc on voit ici que tout se regroupe. Et en tant qu'avocat défenseur des libertés fondamentales, je m'en inquiète. Je m'en inquiète notamment parce que je vois bien que finalement très peu de gens s'y intéressent. Et je m'en inquiète parce que si nous ne nous occupons pas de la défense de nos libertés fondamentales, ils vont venir jusque dans nos appartements et dans nos maisons pour nous expliquer comment on va devoir découper la bûche de Noël. Est-ce que la grand-mère ou le grand-père pourront être dans la salle à manger avec nous? Et à partir de ce moment-là, quand je vois qu'on est capable de rentrer dans la tête de mes parents, quand je vois qu'on est capable de rentrer dans le cercle familial le plus intime, quand je vois que certains amis sont capables d'imposer un pass sanitaire alors que c'est une infraction pénale dans des soirées privées, eh bien je me rends compte à quel point on a réussi à matrixer, y compris des personnes qui étaient proches de moi et qui le sont toujours aujourd'hui, juste parce qu'on a instillé la peur. C'est pas des mauvaises personnes, c'est simplement que par la peur, finalement, le discernement est aboli, et donc vous ne raisonnez plus de manière, évidemment, consciencieuse. Vous ne raisonnez plus en vous posant des questions, à savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de nous raconter n'importe quoi? Voilà. Merci à toi. Ce que je te propose, il y a quelques questions. On essaie de les aborder. Allez. Notamment, alors, il y a des questions, je pense, on n'aura pas la réponse. Notamment, on avait pourquoi les cas contacts ont été essaimés dans plusieurs pays. C'est une grave erreur sanitaire. Ça, on n'a pas la réponse. Bonne question. Je pense qu'on est plusieurs à se la poser. Ensuite, on a Martine Joubert. C'est aussi de l'année 1956, comme le Covidio. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu la comprends, toi? Non. Non, j'ai pas compris. Non, mais si Martine veut reposer sa question, on sera un plaisir d'y répondre, évidemment. C'était à 20h45 au tout début du lancement de l'émission. Une question de Enya Adeline à 20h50. Bonsoir à tous. Est-ce que ce hantavirus est mondial ou juste en France? Que je sais pas si vous avez vu, en fait. Donc, il y a plusieurs passagers, en fait, qui ont été disséminés, si on peut dire ça ainsi, voilà, dans leurs pays respectifs, où c'est à la charge des pays d'assurer les mesures qu'ils souhaitent. Voilà. Alors moi, j'ai écrit un article juridique sur le sujet. Je pense que Gauthier pourra peut-être l'afficher et mettre le commentaire en lien dans la description de la vidéo. Allez le voir, où justement, je vous explique un peu tout ce qui s'est passé en termes d'actualité sur cet hantavirus qui vient des Andes. Il y a plusieurs hantavirus. On a des hantavirus européens,
Celui-ci vient des Andes. Sa particularité, c'est qu'il a été étudié dans un milieu confiné, à savoir un navire de croisière, et que pour la première fois, cet hantavirus a permis la transmission d'homme à homme, d'humain à humain, ce qui habituellement n'est pas le cas puisque la transmission passe essentiellement par les rongeurs. Merci à toi. On a une question de Clio également. Question, que risque une personne de ne pas respecter ses restrictions, amende, prison, peine capitale? Alors je viens de regarder, c'est l'article 5 dans le décret qu'il précise. Notamment, le non-respect de mesures prévues au 1er et 3 est passible des sanctions mentionnées à l'article L3136-1 du Code de la santé publique. Et si quand je clique dessus, j'arrive moi sur 10 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Voilà sur quoi je... 10 000 €, ça va. Qui ne gagne pas 10 000 €, franchement? Voilà. 10 000 € parce que potentiellement, si tu vas très bien, que tu es chez toi, que tu t'es dit, tiens, je vais sortir et qu'on te chope. Bref. Voilà. Ouais, c'est assez dissuasif, hein, quand même, il faut le reconnaître. Hein. Enialine à 21h09 également. Donc, peuvent-ils obliger au vaccin? À ce jour. À ce jour, il n'y a pas de traitement officiel. Hein. Donc, je me suis renseigné. Je sais qu'on a vu passer des articles sur des laboratoires pharmaceutiques qui étaient en train de travailler sur des vaccins. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de vaccins officiels qui ont été mis en circulation pour lutter contre ce type d'hantavirus. Comme je l'ai dit, il y en a plusieurs types. En tout cas, celui-ci, aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin officiel. Pardon, excusez-moi, je fais tomber mon micro en même temps, mes excuses. On a vaccin contre un virus. Sinon, donc Salsanadani 57, que risque-t-on pénalement pour refus de quarantaine? On vient de répondre à la question. Donc pour l'instant, à ce jour, c'est les sanctions prévues là, 10 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. C'est quoi les symptômes de ce virus? Alors nous, je sais pas toi, moi je suis pas un spécialiste de l'épidémiologie. Je l'ai aussi expliqué dans notre article juridique. Donc c'est de la fièvre, de la toux, des diarrhées, et lorsque ça commence à prendre une forme aiguë, c'est une atteinte aux voies respiratoires et aux reins notamment, donc des fortes douleurs dans les reins. Ça, c'est les symptômes, et ça peut conduire dans 40% des cas, donc c'est quand même une mortalité assez élevée, à un décès. Voilà, vu sur le CDC, comme nous dit Clio, voilà, le virus est létal, mais certes très difficile à propager, sauf en cas de contact proche et prolongé. J'ai envie de dire par là, en fait, si vous n'êtes pas en couple et en train de faire je ne sais quoi, enfin bref, avant d'avoir un contact proche et prolongé avec quelqu'un, bref, vous avez compris. Donc après, bon, si ça se propage un peu plus, on pourrait se demander, alors là, vous allez me traiter de complotiste, de se demander, est-ce qu'il est bien, on va dire, naturel, ce virus, ou non? Voilà. Bref. Je vous rappelle que fut une époque... Je ne suis pas devenu épidémiologiste depuis 2020. Hein. Pardon? Je ne suis pas devenu épidémiologiste, donc je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, oui, on peut s'interroger. Hein. On peut s'interroger les Surtout que fut une époque où on était sur, pour un autre virus, on était sur un virus qui était une chauve-souris qui avait mordu un pangolin et qu'un Chinois avait mangé le pangolin. Voilà, je vous rappelle également un petit peu comment c'était passé pour il y a encore quelques années en arrière. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Hein, d'accord, rappelez-vous bien. Donc évidemment, chacun se fera son propre avis. Je pense que ce que ça nous amène comme réflexion, et c'est un peu l'idée de cette émission, c'est de dire, on ne vous croit pas sur parole. On ne va pas non plus contester tout ce que vous allez nous dire. Hein. C'est aussi être un bon citoyen, c'est aussi penser quand même qu'on ne raconte pas que des bêtises, mais c'est d'aller vérifier, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais on rappelle, on ne croit pas sur parole le gouvernement qui peut avoir, d'une manière assez machiavélique, un intérêt différent du vôtre, même si c'est pour une raison honorable. La raison d'État de Machiavel, je ne reviens pas dessus. Merci à toi. Il y a d'autres questions. Alors, la France sera-t-elle la seule contaminée? On n'a pas la réponse à la question. Apparemment non, puisque, comme je vous dis, il y a d'autres cas dans d'autres pays. Forcément, les autres passagers. On a une question de... je me permets, Salsani, même si elle est épinglée, on va pas spécialement la mettre, je pense. Je n'ai pas trop compris, puisque en plus, c'est du nominatif. Je vois pas spécialement l'intérêt. Je me permets, celle que tu as pensée à 21h14, pour la personne dont tu cites, qui, c'est vrai, est-ce qu'il avait le droit de circuler? Bon,
Voilà, je vois pas spécialement l'intérêt, je me permets lors d'une émission publique, et surtout, je pense pas qu'on ait la réponse. Et une question de Clio. Refuser tout lors d'un contrôle de police peut mener à quoi mettre en argumentant sur le traitement foireux de Covid-19? Les flics sont soumis, mais pas tous comptent non plus. Alors ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses, mais on peut considérer qu'il peut y avoir au moins l'infraction d'un refus d'obtempérer. Après, il faut voir dans quelles conditions vous êtes arrêté et quelles sont les obligations prévues. Eh ben, en tout cas, merci à toi. On a évoqué toutes les questions. Un petit coucou, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, à notre ami Bloom. Salut Bloom, j'espère que tu vas bien. Voilà, Clio, il était triste parce que ça fait des mois également qu'il ne te voyait plus sur les directs. Voilà, un petit coucou à notre ami Bloom et big up à notre ami Clio et également bien d'autres habitués que l'on voit très souvent également sur l'émission. Pensez, comme vous dit Cléo à chaque émission, pensez au pouce, au like et au partage, voilà, sur les 2 chaînes YouTube. Et Allez, pensez à ça vous fait abonner. toujours plaisir, vraiment. Voilà. Donc, merci à toi. Petite parenthèse d'ailleurs, pour les amis parisiens, pour ceux qui sont dans le coin, il y a de grandes chances que je monte pour des raisons professionnelles sur Paris la toute première semaine de Paris. Voilà, peut-être 2-3 jours, certainement tout début de première semaine de juin. Si toutefois, il y en a qui ont mes coordonnées, qui veulent se dire, tiens, on essaie de se croiser, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc du coup, bon, 21h24, on est dans les clous, David. Mais dans les clous, on n'a pas commencé très tôt, mais finalement, on a Ouais. réussi à se rattraper. Ouais. On a été efficace. Enfin, tu as été efficace encore une fois. Merci également aussi, petit big up également à notre ami Gauthier en coulisses qui nous fait un travail également formidable. La semaine prochaine, du coup, est-ce qu'on rattrape, est-ce qu'on parle des arrêtés de Et péril? là, on parlera, oui, évidemment, des arrêtés de péril imminents pour les immeubles menaçant ruine. Ça sera l'occasion de revenir sur des situations dramatiques et puis de connaître ses droits lorsqu'on est locataire ou propriétaire. Croyez-moi, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors certes, ça aura peut-être moins de succès que l'antivirus, mais là aussi, c'est quand même bien de savoir quels sont vos droits dans ce type de situation. Donc pensez à vous abonner, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. L'antivirus, bien, pas bien, est-ce qu'on doit craindre pour nos libertés fondamentales? Ça, c'est un vrai sujet. Et merci à tous pour l'émission de ce soir. Quasiment 400 personnes en direct, ce qui fait extrêmement plaisir. Merci. Et bien en tout cas, voilà, merci à toi. En fait, pour vous, la petite parenthèse, pour ceux qui sont sur la région parisienne, il est fort probable que je monte au salon de la prévention organisé par InfoRisque. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, il y a plein de conférences assez intéressantes sur la prévention, santé et sécurité au travail. Bref, donc je serai dans les parages, voilà, en région parisienne, et donc je vais certainement dormir sur place également. Voilà. Et ben en tout cas, merci à vous, merci à toutes. Pensez au like, au partage, à vous abonner. Merci encore à Gauthier en coulisses. Salut Gauthier. Bonne soirée. Merci à À lundi tous. prochain en direct dans Allez, Justice. générique. Générique.